Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 29 mai 2020 et nous allons débuter comme à notre habitude par un point sur les indices américains, notamment la séance de la veille, des indices américains qui ont effacé quelque peu leur progression à la fin de la session d'hier pour terminer en territoire négatif avec le S&P 500 qui a chuté de 0,21%. Le Dow Jones qui a perdu près de 0,58% et le Nasdaq qui cède 0,46%. Alors le sentiment a été également mitigé lors de la session asiatique, notamment avec le S&P ASX 200 australien et le Hang The Seng broadcast is now qui sont starting. affichés All attendees en are in territoire listen-only négatif. mode. Le Kospi coréen et les indices chinois, quant à eux, ont progressé. Le Nikkei japonais est resté relativement stable. Alors les contrats à terme sur le DAX laissent entrevoir une ouverture à la baisse pour la session européenne. Alors un petit point sur le coronavirus aujourd'hui Test. avec plus de 116 000 nouveaux cas qui ont été signalés hier. C'est un record quotidien, ce qui porte le total à plus de 5,9 millions. Bonjour à toutes et à tous Alors, et au total, bienvenue à ce 362 nouveau 000 Good Morning personnes Market. Nous sont sommes le décédées vendredi et 2,58 millions se sont test. rétablis. Alors nous allons à présent aborder la situation Test. notamment entre les États-Unis et la Chine. C'est ce que nous craignons depuis le début de semaine. Test. Donc Test. aujourd'hui, normalement, on devrait prendre connaissance des représailles, des mesures de rétorsion qui seront décidées par Donald Trump. Alors débutons tout d'abord par le bras de fer entre Donald Trump et les réseaux sociaux. Donc Donald Trump a signé un décret qui viserait à limiter l'ingérence des entreprises des réseaux sociaux dans les contenus qui sont postés par ses utilisateurs. Alors donc, bien entendu, c'est Twitter qui est directement visé, un bras de fer qui s'enchaîne, un bras de fer qui se poursuit entre le président américain et le géant des réseaux sociaux. Dans ce contexte-là, Twitter cède 4,45%. Et Donald Trump a également annoncé, il l'a annoncé jeudi soir, qu'il tiendra une conférence de presse concernant la Chine aujourd'hui. Alors c'est ce que nous craignons justement, cette escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis concernant donc Donald Trump qui devrait s'exprimer sur le dossier chinois. Et donc ce qui est redouté, ce qui pourrait passer la configuration de marché en risque off, ce sont des mesures de rétorsion à l'encontre de Pékin. Je vous rappelle qu'hier, le Parlement chinois a donné sa validation afin de poursuivre le processus d'adoption du projet de loi sur la sécurité nationale de Hong Kong. Je vous rappelle que cela est considéré comme une menace pour l'autonomie et les libertés de Hong Kong, de par Hong Kong qui bénéficie d'un caractère spécial. Et cela est pointé du doigt par nombreux pays occidentaux et notamment les États-Unis, d'où cette conférence de Donald Trump et cette crainte de mesures de rétorsion qui pourraient faire basculer le sentiment d'appétit pour le risque en aversion pour le risque. Et la Chine qui a déclaré vouloir une réunification pacifique avec Taïwan. On revient en France très rapidement avec une mauvaise nouvelle et Renault qui a annoncé ce matin 15 000 suppressions de postes, dont 4 600 en France. Donc, une mauvaise nouvelle pour débuter cette dernière séance de la semaine. Et des émeutes à Minneapolis continuent de s'intensifier. Un poste de police a été incendié pendant la nuit. Les émeutes ont été déclenchées par la mort d'un homme sous la contrainte de la police. La garde nationale américaine a été envoyée en renfort. Et on revient en Asie-Pacifique avec Tokyo qui assouplira certaines restrictions imposées aux entreprises à partir du mois de juin. Et donc on s'attend à une réouverture des gymnases et des grands magasins. Le Royaume-Uni vise à créer un groupe de 10 pays afin de rechercher des alternatives à la fourniture de la 5G par la Chine. Donc, c'est un groupe donc, qui va être constitué par le Royaume-Uni et qui sera donc composé de 10 pays. Nous avons pris connaissance de certaines données dans la nuit, notamment les ventes de détail au Japon qui ont baissé de 9,6% en mai. La production industrielle a baissé de 9,7% en mai. Et en Corée du Sud, la production industrielle a baissé de son côté de 6% en avril et c'est la plus forte baisse depuis 2008. Donc un petit point sur le marché d'échange. On peut le voir ici, il y a eu pas mal de mouvements. L'USDN qui s'est fortement replié, le GBP-USD qui a gagné du terrain. Pareil pour l'euro-dollar. D'ailleurs, l'euro-dollar, la monnaie unique qui est soutenue par la décision, l'annonce de la Commission européenne de ce plan de relance à hauteur de 750 milliards
d'euros, pardon, pour faire face à cette pandémie de coronavirus. Donc l'euro qui est largement soutenu par cette annonce de la Commission européenne. Nous allons passer sans plus tarder sur le calendrier économique du jour. Alors dorénavant, nous nous intéresserons au calendrier directement sur la plateforme, hein, étant donné qu'il est disponible. Pourquoi s'en priver? Alors on prendra connaissance dans une quinzaine de minutes du PIB en France. Donc c'est un calendrier économique, je regrette de ne pas l'avoir utilisé auparavant. Le calendrier économique est très complet. Vous avez la définition des différents chiffres. Ce qui vous permettra donc notamment pour les débutants petit à petit d'intégrer ce que correspond à quoi correspond chaque publication. Et ici vous avez les historiques. Donc très intéressant, on peut constater ici le repli considérable du PIB en France. Alors concernant les données majeures, alors il faut savoir que ce qui va compter le plus et la source de volatilité, ce sera très certainement le discours de Donald Trump concernant la Chine. Attention également au discours de Jérôme Powell de la Réserve fédérale américaine. Alors, les publications, les principales publications ici, les publications phares, hein, de la journée, mis à part tous ces discours, c'est-à-dire Donald Trump concernant la Chine et Jérôme Powell de la Réserve fédérale américaine. On aura le PMI de Chicago pour le mois de mai à 15h45, mais également le PIB juste avant à 14h30, le PIB canadien. Mis à part cela, encore une fois, aux États-Unis, le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan. Légère reprise ici, on peut le constater. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ce calendrier économique et cela vous permettra donc de voir les historiques, les tendances de chacun de ces chiffres et de mieux apprécier, si je puis dire, l'impact du coronavirus sur les marchés, sur les données macroéconomiques. Donc dorénavant, plusieurs changements petit à petit, cela en fait partie. Dorénavant, le calendrier économique sera revu directement sur la plateforme. Mais avant ça, donc, il ne faudra pas manquer également le PCE Core aux États-Unis à 14h30. Donc voilà pour le calendrier économique. Bon, vous veuillez m'excuser, je l'ai abordé dans le sens inverse, hein, car j'ai débuté par les différents discours. Celui de Donald Trump n'est pas inscrit ici, étant donné qu'il a été annoncé hier soir. Et les différentes données, les principales, le sentiment des consommateurs de l'Université de Michigan, le PMI de Chicago, le PIB canadien et également ces différents discours, donc Donald Trump et Jérôme Powell. On passe à présent sur la plateforme X-Station 5. On débute notamment par les indices boursiers, par le DAX. Le DAX en données hebdomadaires, souvenez-vous, notre objectif en début de semaine, afin de pouvoir anticiper un éventuel retournement baissier, était de voir une clôture hebdomadaire à l'extérieur du nuage. Nous envisagions un simple test de par la mèche supérieure. C'est un scénario qui semble se confirmer. De plus que la résistance à 11 730 semble bel et bien agir, on peut le confirmer, hein. Donc la clôture hebdomadaire n'a toujours pas eu lieu, mais visiblement les 11 730 continuent de repousser les cours à la baisse. Donc un test de nuage par la mèche inférieure et un refus de l'intégrer. Le Dow Jones lui a bel et bien intégré le nuage, il n'est pas allé jusqu'à cette fameuse résistance des 26 000 points, hein. Donc nous avons réussi à surpasser les 25 000 sans réussir à aller rallier les 26 000. Donc un retrait actuellement. Donc ici, ceux qui pourraient agir, nous allons faire extrêmement attention à cette lagging span, car c'est la lagging span qui pourrait tenter de réintégrer le nuage, ce qui nous ramènerait ici à une clôture hebdomadaire aux alentours légèrement en dessous des 25 000. Donc prudence, peut-être une séance baissière, une prise de bénéfice déjà après avoir atteint des résistances clés, une prise de bénéfice qui pourrait se poursuivre aujourd'hui. Donc nous resterons extrêmement attentifs, d'autant plus qu'il y aura ce fameux discours de Donald Trump. Passons à présent sur le DAX en données journalières. Donc nous faisons une petite pause dans la hausse, hein. Les indices ont déjà pas mal progressé depuis ce début de semaine. La lagging span ici arrive à s'affranchir de son nuage. Donc il n'y a plus aucun frein pour le moment. Le scénario d'un pullback en direction des 11 553 semble plus judicieux au vu des données journalières sur le DAX allemand. Alors nous allons décanter tout ça grâce à un graphique, une représentation graphique en données H4. Ici, nous avions franchi, hein, cette oblique haussière qui rallie deux différents sommets. Nous l'avons bel et bien franchi en construisant une vague en N. Nous avons simplement franchi la première ligne de force, la projection V, et nous y sommes retournés. Donc un éventuel pullback pourrait être envisagé, pullback en direction donc de cette oblique
haussière. En cas de franchissement de celle-ci, ce serait pour aller chercher la Kijun. Alors si on assiste à un retour de l'optimisme, bien entendu, ce serait pour aller rallier les différents objectifs ici. Mais attention à NT, attention à ces 11 995 aux portes des 12 000 points. Donc un scénario haussier qui reste conditionné au franchissement du seuil psychologique des 12 000 points. Ça, c'est en H4 que nous dévoile le H1. Donc en H1, souvenez-vous, nous avions tracé, et nous l'avions fait ensemble ici en déterminant des points de breakout, ce N aussi. Nous avons bel et bien atteint les 11 800 ici, la ligne de force N, avant de nous replier pour revenir sur la ligne de force V et par la même occasion venir tester notre nuage. Donc à présent, pour estimer qu'il pourrait y avoir une poursuite de la hausse, nous sommes un peu plus précis en H1 et nous pouvons déceler ici un cluster de résistance. Ce cluster de résistance est composé de la Kijun et de la Tenkan. Seul un franchissement de ce niveau-là nous permettrait d'aller chercher à nouveau les 11 808. En cas de franchissement des 11 808, ce serait pour aller à 11 919. Le scénario baissier pourrait être beaucoup plus volatile, beaucoup plus conséquent, notamment en cas de franchissement du nuage, car cela annoncerait un repli en direction des 11 320. Donc prudence en cas de franchissement de nuage, en tout cas au moment du contact entre cette résistance et les cours, ça pourrait être déterminant, car c'est à ce moment-là que les cours devront se décider entre une hausse ou une baisse, et ça pourrait bien être vecteur d'accélération haussière ou baissière. Donc accélération haussière en cas de franchissement de cette résistance, accélération baissière en cas de franchissement du nuage. Intéressons-nous au CAC 40 à présent, l'indice parisien qui vient se poser sur cette oblique haussière qui était définie comme étant la borne inférieure d'un biseau ascendant. Alors vous l'aurez remarqué, hein, nous sommes passés en clair. Je vous ai demandé votre avis hier. Visiblement, vous avez une préférence pour cette présentation en clair des graphiques. Avant cela, la présentation était sombre. Donc, je suis passé en clair. J'ai changé d'autres choses, notamment concernant les figures chartistes. Je ne l'ai pas fait sur ce graphique, mais vous allez pouvoir le constater sur les matières premières, hein. Donc, je travaille dorénavant pour mes figures chartistes, notamment pour les triangles et les biseaux avec les triangles, hein. Ce sont des formes directement disponibles ici, ce qui me permet de tracer mes triangles, mais également mes biseaux. On va pouvoir le faire par exemple ici pour le CAC 40, hein. C'est assez pratique et c'est très visuel. Et ce sera ma pratique, hein, dorénavant pour ces Good Morning Market, toujours dans un souci de clarté. Donc nous tracerons nos figures chartistes, notamment les triangles et les biseaux, grâce à cet outil ici à gauche. Voilà pour cette petite précision. Nous allons passer à présent sur le CAC 40 en données intraday, en données H1. Alors souvenez-vous, avant-hier, nous avions établi trois objectifs qui avaient été ralliés par le CAC 40. Les trois prochains également. Nous avons donc finalisé notre vague en N. Nous sommes allés chercher eux à 4761. Par la suite, nous nous sommes vite repliés. Retour à la moyenne ici, un retour à la moyenne qui peut être constaté, c'est-à-dire un retour à la Kijun, mais plus précisément vers les 4720, la ligne de force N pour le CAC 40. Donc ici, ce N haussier s'est validé en deux étapes. La première étape ici, hein, les trois premiers rectangles, avant-hier et hier, les trois derniers. Les trois premiers nous ont permis d'aller rallier la première ligne de force V qui nous a donné le signal d'achat pour finaliser le N haussier ici en E. Donc prudence, hein, à tout franchissement de la Kijun. Cela se matérialiserait par un test des 4680. Donc inversion de polarité classique sur les N haussiers. Inversion de polarité, c'est-à-dire que ce sont des résistances qui deviennent des supports lorsqu'on les traverse dans le sens opposé. On les a traversés à la hausse, c'était chacun des résistances. On pourrait les traverser à la baisse à présent, ça pourrait devenir des supports et donc des objectifs. Nous allons passer à présent sur les indices américains, une configuration très intéressante sur laquelle nous allons quelque peu nous attarder, notamment sur le Nasdaq. Donc sur les indices américains, avant de nous intéresser à l'intraday, nous allons débuter par le journalier, comme le S&P 500 ici, une pause dans la hausse, peut-être un retour à la moyenne. Le Dow Jones, retour sur la ligne de force NT à 25 217
Et en journalier, attention à tout passage en dessous des 25 000. On pourra aller chercher la Tenkan, ce serait la prochaine cible, 24 864. Et le Nasdaq qui est en train de consolider sous cette résistance, les 9 600 points. La Tenkan vient ici à resserrer considérablement le range. On peut peut-être déterminer le début d'un triangle symétrique, peut-être un peu trop tôt pour l'envisager. Mais en tout cas, nous garderons un œil dessus. Donc voilà, donc ces triangles-là sont très simples d'utilisation, ça fait gagner énormément de temps et ça a une très bonne précision. Donc je vous incite, si comme moi vous pensez que ça pourrait vous faire gagner du temps et que c'est plus visuel, n'hésitez pas à le faire également. On peut changer la couleur du contour, on peut changer la transparence également, ça pourrait être plus ou moins transparent, et la couleur de remplissage et bien entendu l'épaisseur. Donc intéressons-nous à présent, on va s'attarder sur le Nasdaq en données intraday. Pour ceux qui ont suivi le masterclass, nous avons parlé des doubles bottom, des doubles top, donc double creux, double sommet. Les doubles bottom et les doubles top, c'est une technique de trading, donc là ça va être la petite minute formation si je puis dire. Ce sont des techniques de trading occidentales. Ichimoku, c'est une technique de trading orientale. Mais comme d'habitude, il y a certaines choses qui se rapprochent dans les techniques de trading occidentales et orientales. Là, c'en est une. Là, c'est la vision du double bottom, du double creux par Goichi Hosoda. Quels sont les critères? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, le premier critère, il faut avoir la formation de notre A, notre B et notre C. Donc, il nous faut une vague impulsive et une vague corrective. Ça, c'est la première condition. La seconde condition, si nous sommes en journalier, déjà, la première condition, quelle que soit l'unité de temps, le point C doit être supérieur au point A. C'est-à-dire que si on marque un creux inférieur à A, par exemple, si mon point C était ici, ça ne fonctionne pas. Mon point C doit être supérieur à 9175. Cette condition est réalisée. Donc ça, c'est parfait. Seconde condition, sur du journalier, il faut que l'écart entre le point A et le point C soit de plus ou moins 26 bougies, 26 périodes. En intraday, donc en H1, il faut que ce soit plus ou moins 23 bougies. Nous allons le vérifier. Entre le point C et le point A, nous avons ici très exactement 23 22 chandeliers, donc plus ou moins 23 bougies. Vous remarquerez que 23 bougies en H1, ça correspond à 24 heures. C'est du 27 mai 2020 à 15 heures au 28 mai 2020 à 15 heures. Ici, nous avons 23 bougies, presque 24 heures. Cette condition a été validée. Donc voilà pour les conditions par rapport au creux C et leur écart temporel. Vous remarquerez que indirectement, pour ceux qui sont familiers des théories de Goichi Hosoda, je suis en train d'implémenter indirectement la théorie des nombres et donc la théorie des cycles. Nous avons une condition de temps, plus ou moins 23 périodes en intraday, plus ou moins 26 périodes en journée. Donc ces conditions sont réalisées. Donc une fois que cela est fait, il faut constater un croisement il faut que la lagging span franchisse les cours. Donc il faut un croisement entre les cours et la lagging span. C'est ici, c'est dans cette ellipse. Condition validée. Une autre condition, il faut que les cours franchissent le nuage dans une accélération haussière. C'est clairement validé ici. Accélération haussière, franchissement de nuage. Avant-dernière condition, il faut un croisement entre la Tenkan et la Kijun, et cela après la formation du creux C. Le creux C a été formé, et ici nous avons eu le croisement. Et la dernière des conditions qui n'est pas obligée, il faut un éventuel pullback sur le nuage. Et le voici, notre dernière condition, un pullback sur le nuage. Donc c'est une formation haussière. Et ici, les objectifs que l'on peut aller chercher, c'est l'objectif 3E. Pour ceux qui ont suivi le masterclass, j'en ai parlé très rapidement, mais d'autres ressources seront disponibles. Alors pour cela, par défaut, lorsque je restaure par défaut, c'est comme ça. Je ne vais sélectionner que E. Et je vais utiliser le multiplieur. Je vais le mettre à 3. Et donc là, je vais avoir mes différents objectifs E, 2E et 3E. Donc voilà pour cette configuration bullish. Ça fait longtemps que je vous en parle. Il m'a fallu un peu de temps pour pouvoir l'implémenter dans nos analyses.
Voilà, c'est fait. D'autres ressources plus détaillées seront fournies. Donc très rapidement, je tenais à m'attarder sur ce sujet. Donc prudence, hein, vu les conditions actuelles, notamment aujourd'hui. On pourrait manquer de chance, ça pourrait être invalidé. Ça marche très souvent, environ à 80%. J'ai d'autres exemples où ça a très bien fonctionné. Je vous fournirai tout ça. On en reparlera la semaine prochaine. Donc à présent, en données intraday sur le S&P 500 ici, nous sommes allés chercher le dernier objectif V, retour sur le nuage. Si on franchit le nuage, perspective baissière. Et ce qui nous donnera le signal de vente sur le S&P 500, c'est surtout le franchissement des 3000 points. Donc prudence à cette ligne de force N ici. Une ligne de force N qui pourrait nous donner un signal de vente en cas de franchissement. Donc c'est vraiment ce niveau-là, les 3000 points ici de 1999, qui devrait nous donner un signal de vente. Et bien entendu, les autres lignes de force nous donneront des signaux d'achat, c'est-à-dire un franchissement de E, 3046 nous permettrait d'aller chercher à nouveau le récent sommet à 3061. Le Dow Jones également, souvenez-vous de ce N haussier, celui-ci n'est pas parvenu à s'affranchir de sa zone de résistance avec pour borne basse, 25 800. Donc retrait, nous sommes soutenus par le nuage actuellement. Nous allons guetter ici franchissement de ce cluster avec pour borne basse 25 460, borne haute Lucky June, très exactement 25 500. Donc si on franchit ce niveau-là, les 25 500, c'est pour aller chercher les 25 800. Nous allons passer à présent sur le compartiment matières premières. Donc voilà cette nouvelle présentation des figures chartistes à l'aide des triangles. Donc le gold en données journalières, souvenez-vous, nous avions eu une séquence de 2 biseaux descendants qui ont bel et bien été réalisés. L'objectif également avait été atteint. Et à présent, nous sommes sur une séquence de triangles symétriques avec des pullbacks sur l'apex, donc le centre de symétrie de nos triangles. Voici le premier, voici le second, l'actuel. Nous avons d'ores et déjà effectué le pullback. Nous sommes en train de donner le signal par le franchissement des 1722 pour aller chercher les 1780. En données intraday, on avait donné plusieurs scénarios pour ceux qui avaient loupé la sortie de nuage, ceux qui ont loupé également le pullback vers l'Apex à 1700 $. Il y avait la sortie du biseau descendant ici. Et c'est actuellement le cas. Sortie du biseau, un biseau d'ailleurs que je peux à présent peut-être affiner quelque peu pour plus de précision. Voilà comment travailler avec ces triangles qui sont directement fournis par la plateforme Xstation 5. Donc c'est beaucoup plus précis à présent. Cela s'apparente à un petit pullback peut-être, ou peut-être un test de la borne supérieure. Ainsi, j'ajuste davantage mon triangle grâce à cet outil. Voilà, je pense que c'est plus un test hein, qu'un pullback. Voilà, là, la figure est parfaite. Donc ici, un point d'entrée, ce serait la sortie hein, par le haut de ce biseau. Pour les plus conservateurs, le franchissement des 1733. On a abordé hier les différents scénarios d'entrée sur le gold, étant donné que nous avons un biais clairement haussier sur le long terme. Je vous rappelle que le franchissement de cette ligne de force correspondrait également à un franchissement du nuage. Et il y a un twist ici, une faiblesse de nuage. On y sera aux alentours de midi, donc prudence. Un autre signal pour le gold, ce serait si l'argent donne un signal. Je vous rappelle qu'ils sont corrélés positivement entre eux. L'argent est également sur le point de donner un signal. Donc, vous voyez ici, nous sommes en pullback. Je vais afficher le rayon pour le constater. Donc, il y a un pullback. Dès qu'on repart à la hausse, hein, c'est parti normalement. Le signal a été donné hier, on l'attendait ici. Il a été donné légèrement après à ce niveau-là. Donc, concrètement, hein, toutes les planètes sont alignées concernant le gold. Et ici, un très bel exemple hein, de différents points d'entrée, de différents signaux, donc plusieurs stratégies sur le gold. La dernière chance sera donnée par le franchissement des 1734. On passe à présent sur le pétrole WTI. Donc le pétrole WTI qui se replie légèrement, nous avons pris connaissance hier des stocks qui ont fait état d'une constitution, d'un ajout, d'une construction de stocks, hein, comme nous l'avions imaginé effectivement. Alors en données intraday ici, encore une fois, la même manière de travailler au niveau du chartisme. J'ai remplacé mes figures tracées par ces fameux triangles. Ici on voit la sortie par le haut, le retour à l'apex encore une fois, c'est quelque chose que l'on voit tout le temps.
pratiquement. Vous voyez, on y est retourné même hier. On y est retourné hier dans la nuit pour aller former ce biseau ascendant. Un biseau ascendant, on en sort par le bas, c'est à connotation baissière pour le moment. C'est là les 32,93, la SSB qui maintient les cours. Donc voilà pour les pétroles. Attention à tout franchissement, notamment des 32,70. On pourrait redescendre au niveau de l'Apex. Et un franchissement hein, de l'Apex de ce triangle symétrique serait un signal de vente considérable. Donc prudence pour le moment. Ici, on pourrait imaginer un retournement baissier au franchissement de l'Apex et des cours qui pourraient baisser considérablement. Mais l'analyse croisée avec le SD4 ne le suggère pas. Nous allons en parler en passant sur le marché d'échange. Tout d'abord, l'USD-BRL. L'USD-BRL qui visiblement pourrait nous dessiner une épaule tête-épaule. Hein. Souvenez-vous, nous avions émis l'hypothèse, une hypothèse qui pourrait se confirmer, qui se confirme hein, depuis le pullback vers F3. Car ici on pourra aller former la seconde épaule si on arrive à réintégrer F3. Donc ce sera tout l'enjeu ici pour l'USD-BRL, ce sera de repasser au-dessus d'F3 en vue peut-être de former une seconde épaule qui pourrait être capée par cette ligne de force E ici avant le repli définitif et un retour si je puis dire à des niveaux qui commencent déjà à dater, hein, des niveaux peut-être que l'on n'a pas connus depuis le début du mois de mars. Voire depuis la fin du mois de février. Vous voyez où nous en sommes hein, sur l'USD-BRL, des sommets historiques. C'est une configuration que l'on peut voir sur plusieurs devises de pays émergents, plusieurs devises exotiques. Donc, et cela a pesé énormément sur le café. Le café d'ailleurs qui a donné un signal de vente. Le café qui a donné un signal de vente avant-hier, excusez-moi, je ne vous en ai pas parlé, ça m'est sorti de l'esprit, avec ce N baissier qui commençait à se valider. Donc ici peut-être un retour vers cette oblique baissière. Dans tous les cas, ici une zone de support au-dessus des 95 $, 95 50, 95 60. Très exactement. Si on franchit cette zone-là, ce serait pour se replier en direction des 87 $. Donc une baisse qui est en train de s'articuler ici sur le café. Nous allons y ajouter Ishimoku. Donc ça se décante hein, sur le café. Et la baisse ici, bien entendu, ça va peut-être nous permettre de l'acheter parce que nous avons un biais haussier d'un point de vue des fondamentaux sur le long terme. Et un point d'achat, ce serait très exactement ici. Le café, lorsqu'il part à la hausse, lorsqu'il est en tendance, c'est très intéressant et a un coup du poing très favorable. On peut le voir ici, nouvel ordre avec le plus petit des contrats, un micro-lot 0,01. La marge n'est seulement que de 178 € et nous avons un coût du point très intéressant à 18 €. C'est-à-dire si vous achetez et qu'il gagne 1 point, vous gagnez 18 €. S'il gagne 10 points, vous gagnez 180 €. Donc c'est vraiment l'intérêt du café et lorsqu'il est directionnel, on peut le voir ici, il y a beaucoup de points à se faire. Ici, il y en avait 40. Donc ce repli pourrait être une opportunité d'achat si on va jusqu'au 86,30, mais on va suivre avec attention ce repli. Attention, le point d'achat pourrait être à 85,57. Deux hypothèses à ce niveau-là. Nous suivrons avec attention, mais la reprise des cours du café ne se fera qu'au repli de l'USD-BRL. Et l'USD-BRL pourrait bien se replier si cette figure chartiste venait à se confirmer, cette épaule tête-épaule, avec un franchissement de sa ligne de coup. Je vous rappelle que l'USD-BRL est corrélé négativement avec le café, c'est-à-dire que si le SDBRL part à la hausse, cela tire à la baisse le café, et ça a pas mal pénalisé le café dernièrement, mais une réalisation de cette figure chartiste permettrait une reprise à la hausse du café, et d'où la nécessité de capter le point bas sur le café. Donc on va vraiment s'y intéresser lors des prochaines séances, hein. Et pour constater graphiquement des corrélations, vous avez ce bouton-là qui vous permet de superposer des graphiques, hein, et on le voit ici. Difficile à voir. Il va falloir peut-être ajuster quelque peu, mais la corrélation est clairement négative. Il va falloir ajuster les échelles, hein. Lorsque vous n'arrivez pas à le constater, n'hésitez pas à le faire. Et on peut le voir ici, une corrélation négative entre le SDBRL et le café. Une corrélation négative, les corrélations négatives sont beaucoup plus visuelles sur le marché d'échange, notamment sur l'USD-CAD. On va débuter par l'USD-CAD, étant donné que nous étions sur les Como. Comme ça, on va parler pétrole, on va en profiter pour superposer les cours. Donc, triangle descendant sur l'USD-CAD, avec franchissement de la borne inférieure, on est sur support. Est-ce qu'on va assister à un pullback après un repli des pétroles?
Je le pense, mais rien n'est sûr. On va superposer le WTI pour constater la corrélation négative. Ici, c'est beaucoup plus clair, hein. On le voit beaucoup mieux entre le pétrole WTI et l'USD CAD. Donc ici, en cas de pullback, cela se matérialiserait sur les pétroles par un repli et donc ce pullback permettrait d'initier la baisse ici sur ce triangle descendant en vue d'aller chercher l'objectif théorique qui nous sera donné par la hauteur du triangle. Et donc lorsque l'on partira vers l'objectif théorique pour le SD4, c'est le moment où le pétrole devrait décoller. Donc voilà pour cette analyse grâce aux corrélations négatives ici. Nous avons fait une analyse précédemment grâce aux corrélations positives entre l'argent et l'or. Et l'euro, donc l'euro qui a été soutenu hein, par ce fameux plan de 750 milliards d'euros. Et on sort du nuage par le haut, on en sort, on s'affranchit des indices, on va peut-être chercher ici cette oblique baissière, une oblique baissière d'ailleurs, qui, je vous le rappelle, allie les différents sommets depuis octobre 2018. Mais attention ici, on pourrait marquer une pause, hein. Il y a ce nuage qui vient peut-être enquiquiner notre lagging span. C'est quand même un twist, hein, donc c'est un niveau relativement faible. Normalement, la lagging span ne devrait pas avoir trop de mal à s'en affranchir, mais on le voit ici, hein, c'est assez précis ce test. Donc prudence hein, tout de même. Seul un franchissement de ce niveau nous permettrait ici d'avoir des perspectives beaucoup plus haussières. Si la hausse se poursuit sur l'euro-dollar, la prochaine résistance à aller chercher est ici. On le voit, c'est un palier de SSB, c'est également un palier de Kijun. Et donc c'est les 1,1137. Et le GBP-USD de retour ici sur sa Kijun. Donc bon, s'il parvient à s'en affranchir, c'est pour aller chercher les 1,2484, mais peu de chance pour le moment, hein. Il y a eu plusieurs tests, nous allons rester patients. Je suis personnellement neutre sur le GBP-USD, très exactement dans cette zone qu'on présente la Kijun et le bas du nuage. Et ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre attention. Alors donc nous sommes passés hein, donc en mode clair. Nous ajoutons quelques techniques hein, pour le chartisme, notamment l'utilisation des triangles. Pour ceux qui souhaitent l'implémenter, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading, un excellent week-end, hein, étant donné que le prochain Good Morning Market aura lieu lundi. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Au revoir.